Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, l'incontournable rapport Spinetta sur la SNCF. Avec cette question, oseront-ils sauver la SNCF? Elle est en une du quotidien L'Opinion et effectivement, là est tout le problème. Oui, il faut sauver la SNCF, sauf que tout le monde n'a pas la même définition du sauvetage. Pour L'Opinion donc, cela passe par les mesures suggérées dans le rapport, attaquer la dette, ouvrir à la concurrence et surtout revoir le statut des cheminots. Même diagnostic dans le Figaro qui y voit la clé pour sauver le rail français, monument national en grand péril. Dans l'édito de La Voix du Nord, Jean-Michel Bretonnier salue une tentative de mettre de la raison dans cette grande affaire qu'est le ferroviaire, même si, dit-il, ce qui paraît raisonnable semblera fou aux cheminots, mais aussi à certains élus et à ces Français qui vivent loin des grandes villes. Et justement, c'est du côté de la presse régionale qu'on émet le plus de réserves. Le Télégramme, par exemple, parle en une d'une douche froide. L'Ardennais s'inquiète pour son TGV menacé de disparition. Et selon les dernières nouvelles d'Alsace, la fin annoncée des petites lignes est littéralement une condamnation à mort. Le ferroviaire, c'est aussi une affaire d'aménagement du territoire, rappelle Patrice Moyon dans Ouest France. Si demain des lignes sont fermées, des alternatives doivent être offertes. Parce qu'in fine, ajoute Olivier Pirot dans La Nouvelle République, condamner les petites lignes, c'est aussi condamner les Français qui, dans ces territoires, n'ont pas de voiture. On imagine mal les futurs concurrents de la SNCF, dit-il, s'aventurer sur des lignes non rentables. Bref, résume Michel Klekovicki dans Le Républicain Lorrain, il est urgent de dialoguer en ayant bien en tête que oui, il faut une gestion saine et que le service public n'est pas un gros mot. Le service public qui fait la une d'autres journaux autour d'autres craintes. Oui, par exemple, les fermetures de classes primaires en première page du Courrier Picard. Parents et enseignants protestent, nous dit le journal, contre des fermetures prévues en septembre. Il y a aussi la future carte judiciaire qui a mobilisé les magistrats hier, où l'on craint la fermeture de plusieurs tribunaux. C'est en une du Bien public et du Républicain Lorrain. Et puis, il y a également ce titre inquiétant dans le Figaro. Anxiété, mal-être, suicide, état d'urgence pour les internes dans les hôpitaux. Une dizaine d'entre eux se seraient suicidés en un an. Dernière en date, Marine, 26 ans, qui a mis fin à ses jours à l'hôpital Cochin le 23 janvier. La goutte d'eau dans un vase déjà plein de tragédies similaires, explique le président de l'intersyndicale des internes. Un mal-être général qui est dû à plusieurs facteurs, écrit Paul de Coustin. D'abord, la surcharge de travail. Les internes travaillent 60, voire 80 à 100 heures par semaine. Il y a aussi le management, souvent maladroit, de certains médecins qui ne sont pas formés à la gestion d'équipe. Enfin, il y a la réalité du métier, la confrontation permanente à la maladie et à la mort à laquelle ces étudiants, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas préparés. Et c'est d'autant plus inquiétant que les hôpitaux fonctionnent principalement sur le travail abattu par les internes. Ce sont eux qui font tourner les centres hospitaliers, admet anonymement le directeur d'un grand CHU. Ils sont nos pions quand on est en situation d'urgence, dit-il. Des témoignages préoccupants qu'on retrouve également dans une autre enquête publiée cette fois dans Le Monde. Autant de situations auxquelles Marianne consacre justement sa couverture avec ce titre. Personnel hospitalier, policiers, enseignants, pompiers, nos fonctionnaires sont formidables. Et puis nous sommes vendredi, jour des suppléments week-end, et cette semaine, ils essaient clairement de positiver. Oui, à l'image du Parisien Week-end qui propose une couverture pleine d'émoticônes rieuses sur l'optimisme. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, demande le journal qui propose quelques témoignages de personnalités qui luttent contre la pessimiste attitude. Optimiste aussi les Échos Week-end qui vous disent que oui, vous pouvez redonner le goût de lire à vos enfants. Et puis, il y a le dossier spécial Russie du Figaro Magazine, là aussi très positif, qui vous emmène en visite privée au Kremlin. Alors on vous montre Poutine dans son bureau, Poutine recevant Bachar el-Assad, Poutine, athlète sexagénaire faisant ses exercices de musculation dans la salle de sport de sa résidence de Sotchi. On vous parle de ses deux piscines, son spa, du soleil de la mer Noire que le président préfère à la grisaille moscovite. D'ailleurs, ses deux saisons préférées sont le printemps et l'été. C'est bien. On a dit visite privée, on n'est pas obligé de céder aux sirènes du persiflage, donc c'est beau, c'est souriant et ça contraste avec un autre supplément week-end qui s'intéresse lui aussi indirectement à Vladimir Poutine, c'est celui de l'équipe MAG qui a enquêté sur Grigori Rodchenkov, l'homme à cause duquel la Russie n'a pas de délégation au JO. C'est lui qui a révélé le dopage institutionnel de son pays et il vit avec une cible dans le dos et pour cause, écrit Jean-Christophe Collin, il accuse toute la chaîne de commandement jusqu'à Vladimir Poutine dont il assure qu'il a tout validé. Portrait d'un lanceur d'alerte
d'alerte. Ancien patron donc du laboratoire antidopage de la Fédération de Russie, qu'un ex-ministre des Sports a appelé carrément à fusiller. C'est à lire dans l'Équipe Mag. Enfin, l'événement du week-end, Vincent Hervouette nous en parlait tout à l'heure, c'est le Nouvel An chinois et le passage à l'année du chien. Oui, tout de suite, ça détend beaucoup plus. C'est sans conséquence, j'ai envie de vous dire, même si sur le site du Point, on apprend que d'après les prédictions des maîtres Feng Shui, ça va être compliqué pour Donald Trump. Il risque d'être confronté au mauvais sort et ses propos pourraient provoquer de vrais problèmes. Et oui, c'est bizarre parce que j'ai regardé quand même. Trump est né en 1946, il est donc chien. Or, si j'en crois le magazine Elle, l'année du chien pour le chien, c'est idéal. Lui, le méfiant, l'inquiet du zodiaque chinois, retrouvera confiance et estime de la part des autres, nous dit Elle. Oui, mais Trump est chien de feu, alors que 2018, c'est chien de terre, précise le Point, donc ça change tout. Interpréter les astres, c'est très compliqué, Patrick. Sinon, le Monde nous met en garde. En matière économique, écrit Florence de Changy, le chien appelle à la prudence. Les entrepreneurs ont intérêt à privilégier leurs clients les plus fidèles et à ne pas viser des os plus gros que leur gueule. Suggestion délivrée par Alec So, vrai économiste pour le vrai courtier CLSA basé à Hong Kong. Bon, l'année du chien sera-t-elle bonne pour la dette de la SNCF et les petites gares? À quoi peut-on s'attendre pour l'hôpital, les tribunaux et pour l'école? Et ça, malheureusement, ou pas d'ailleurs, l'article ne le dit pas. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse.